Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire des luttes sociales dans la France de la Belle Époque. Et pour parler de ce sujet, nous sommes avec Anne Steiner, maître de conférences en sociologie à l'université de Nanterre Paris X et auteur sur ce sujet de nombreux ouvrages, dont Les En dehors, anarchistes individualistes et illégalistes à la Belle Époque, paru aux éditions L'Échappée en 2008, et des deux ouvrages autour desquels va partir notre émission, c'est-à-dire Le Temps des révoltes, une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque, paru aux éditions L'Échappée en 2015 et qui est un ouvrage très très joli et très très intéressant, et Le goût de l'émeute, donc là un peu plus classique mais tout aussi intéressant, qui est paru également aux éditions L'Échappée en 2013, et on signale au passage que Anne Steiner est intervenu dans le fameux documentaire Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, paru sur Arte récemment, et on signale également que pour compléter cette émission, on se reportera à deux autres émissions qu'on a fait sur des sujets relativement proches. D'une part à l'émission avec Guillaume Davranche sur l'histoire du syndicalisme révolutionnaire et de l'anarchisme de 1881 à 1914, autour de son livre Trop jeune pour mourir, et d'autre part à l'émission qu'on a faite avec Aurélie Carrier autour de son livre Le Grand Soir. Donc bonjour Anne Steiner. Bonjour. Alors donc dans ces deux ouvrages qui sont assez différents de Les En dehors, puisque vous vous intéressez peut-être à un autre versant de la contestation sociale de cette époque, vous parlez d'un certain nombre de lutte sociale donc dans cette période de la Belle Époque qui couvre globalement les 2 décennies, on va dire, qui précèdent la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez rapidement reprendre pour les auditeurs et les auditrices quel est le contexte social, politique, syndical, même si on en a déjà parlé dans d'autres émissions, et d'autre part, quelles sont pour vous les caractéristiques, pas nécessairement communes à toutes les luttes sociales de cette époque, mais à une partie des luttes sociales, et qui par exemple diffèrent, on va dire, des luttes sociales qui ont eu lieu après, par exemple, la Première Guerre mondiale ou aujourd'hui? Alors, en fait, je me suis vraiment intéressée au mouvement qui court des premières années après l'année 1900 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est en gros après l'affaire Dreyfus et l'arrivée au pouvoir des républicains, enfin des républicains de gauche en fait, qui sont portés au pouvoir suite à l'affaire Dreyfus et à la défaite finalement de la réaction et notamment de la réaction monarchiste. Alors on a un contexte politique et syndical bien particulier en ce début de XXe siècle, c'est que toutes les forces socialistes éparpillées en diverses formations et partis qui scissionnaient, se recomposaient, se rassemblent au sein de la SFIO, qui du coup contient plusieurs
tendances, plusieurs pôles qui vont d'un pôle insurrectionnaliste avec quelqu'un comme Gustave Hervé, futur fondateur du journal La Guerre sociale en 1907, et un pôle plus réformiste avec Jaurès, et puis entre, on a des gens comme Jules Guesde, etc. Donc on a ces forces socialistes qui sont rassemblées. Et on a aussi une fusion des syndicats au sein de la CGT, c'est-à-dire la Fédération des bourses du travail fusionne avec la Fédération des syndicats. Et les anarchistes au sein de la CGT ont du coup une place prépondérante puisqu'ils étaient à la tête de la Fédération des bourses du travail. Donc on a aussi un nouveau paysage syndical. Et une CGT qui n'est pas du tout la CGT post-Première Guerre mondiale inféodée au Parti communiste, mais une CGT qui vise à la grève générale, à la sortie du capitalisme au moyen de la grève générale, l'appropriation des moyens de production, et qui ne rejette pas des moyens comme le sabotage, l'action directe, etc. C'est un syndicalisme qu'on appelait syndicalisme révolutionnaire, bien particulier, offensif, et qui n'est pas pour rien, bien sûr, dans cette tumultueuse période. On a aussi un fait social important. Arrive à l'âge adulte une génération d'hommes et de femmes qui sont passés par l'école primaire instituée par la Troisième République. La loi Ferry, c'est 1886. Donc les jeunes adultes de 1906 sont pas la première génération alphabétisée, car la France était alphabétisée, en tout cas la part masculine, mais une génération qui a quand même un capital scolaire plus important que celui des pères et mères. La plupart ont accompli quand même un cursus de 5 années pleines et bien rempli. Et ça aussi, c'est pas rien du tout, c'est important. Et ça permettra à pas mal de militants syndicaux ou simplement de protagonistes de mouvements, des mouvements sociaux là, qui vont se dérouler, eh bien, d'être de bons orateurs, des orateurs de talent, et aussi des journalistes de talent. C'est-à-dire ils vont s'exprimer dans diverses publications, notamment à un certain moment la bataille syndicaliste, dans la vie ouvrière, dans des journaux comme La Guerre sociale, et avec pour moi, un grand talent de polémiste. Et justement, là, vous avez décrit un petit peu le contexte dans lequel ces luttes sociales vont se dérouler, et vous avez donné un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver, notamment dans une lutte sociale qui est très importante pour l'histoire sociale en France de cette époque, c'est la grève des mineurs du Nord. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette grève des mineurs du Nord qui a eu une portée très importante, parce que comme l'a dit Aurélie Carrier, ça s'inscrit dans tout le mouvement de préparation de la grève générale du 1er mai 1906 par la CGT, mais il y a une dimension qui excède largement cette préparation. Oui, d'autant plus que les mineurs ne bougeaient pas beaucoup en prévision de cette grève du 1er mai 1906, parce qu'ils sortaient de pas mal de défaites, et donc ça bougeait pas trop, beaucoup moins qu'on aurait pu l'espérer. Alors vous aviez le syndicat principal qui n'avait pas adhéré à la CGT, qu'on appelait le vieux syndicat, avec à leur tête 2 députés socialistes, mais attention, on les présente aujourd'hui comme des réformistes bon teint. C'est quand même des garçons qui avaient été à la mine à 9 ans et 10 ans et qui étaient députés. Ils sont habillés en bourgeois sur mes fameuses cartes postales. C'était pas des bourgeois de naissance, et c'était des gens très valeureux, mais ils étaient dans une logique réformiste. Et il y avait le jeune syndicat, animé notamment par Brouchou, et qui va jouer un rôle très important dans ce déclenchement. Alors, à l'origine du déclenchement de la grève, il y a un événement tragique, la catastrophe de Courrières, 1200 morts, avec une responsabilité écrasante du patronat. C'est-à-dire que il y avait dans les mines des délégués mineurs à la sécurité. Ça, c'était le fruit de précédentes victoires suite à des luttes des mineurs. Donc, cette institution
délégués mineurs à la sécurité qui inspectaient, ils étaient responsables d'une certaine portion de galeries et ils les inspectaient chaque jour avant la descente des mineurs. Et en l'occurrence, ce matin-là, le matin où la catastrophe survient, le délégué mineur alerte sur un foyer d'incendie. Il avait déjà les jours précédents dit qu'il y avait une accumulation des gaz et alerté la compagnie qui ne faisait rien du tout. Là, il y a un foyer d'incendie et il est selon lui totalement déconseillé de faire descendre l'équipe de jour. Or, les patrons, enfin l'ingénieur des mines, décident de fabriquer un barrage, un mur qui protège cette galerie. C'était au fond d'une galerie abandonnée, c'est toujours comme ça que ça se passe, que le feu avait pris, parce qu'il y a des accumulations de gaz. Donc on construit avec des briques réfractaires très vite un mur qui est censé faire barrage. L'équipe descend et en fait, du coup, il y a une accumulation des gaz, ça a sauté comme un bouchon, le feu s'est engouffré dans les galeries, ça a été dramatique. Et il y a très peu de survivants. Et au bout de 2 jours, les patrons décident, sous la pression des actionnaires, mais enfin ils disent toujours que c'est sous la pression des actionnaires, mais c'est vrai aussi, de suspendre les recherches en disant c'est fini, il n'y a pas de survivants. Et en plus, ils veulent faire venir des mineurs de Belgique pour remplacer les 1200 disparus, morts ou disparus. Et ils poussent au cynisme jusqu'à avertir les veuves, enfin des veuves qui ont aussi perdu leurs enfants souvent, parce que le père et les garçons travaillent à la mine. Ceux qui n'ont plus d'hommes mineurs dans leur rang, les familles doivent laisser leur place aux familles belges qui devront s'installer dans les corons. Et là, ça évidemment, devant un tel cynisme, la révolte éclate. Elle éclate dès le jour des obsèques, où il y a des ingénieurs qui se font insultés, qui reçoivent des projectiles, etc., lors de leur discours funèbre. Et la grève va s'étendre sur tout le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, et ça concerne des dizaines de milliers de travailleurs. Alors c'est une grève d'hommes, là, parce qu'on est déjà à une époque où les figures germinales s'estompent, il n'y a plus de femmes dans les galeries. Elles sont comme on voit dans le roman de Zola. Il y a des femmes sur le carreau de la mine qui trient le charbon, il y a des trieuses de charbon. Mais disons que massivement c'est une grève d'hommes, mais les femmes sont totalement partie prenante de ce mouvement. Parce que, en fait, c'est une sorte d'association, la famille de mineurs, où les femmes, enfin les jeunes filles travaillent sur le carreau, les mères assurent le lavage du linge, le lavage des hommes, qui doivent se laver tous les jours, parce qu'ils ont les pores encrassés, les repas, etc. Et du coup, les femmes sont très présentes dans ce mouvement. On les voit dans toutes les manifestations, les blocages de mines et la chasse, enfin les blocages de pluie plutôt, et puis la chasse aux jaunes qu'on appelle des renards, c'est-à-dire ceux qui prétendent travailler malgré la grève. Et c'est d'ailleurs très violent. Ils sont pris à partie de manière très très violente et les femmes participent à ça. Et puis les saccages de maisons, de porions, de maisons d'ingénieurs, etc. Et les porions étant ? C'est des sortes de contremaîtres en fait. Oui, et du coup on voit là un petit peu, pourtant dans un bassin minier où domine plutôt un courant réformiste, on voit que à la faveur de cet événement, effectivement, qui d'ailleurs généralement dans le livre d'histoire est présenté comme une catastrophe naturelle, alors que pour le coup la responsabilité du capital est vraiment pleine et entière, quoi. Ah oui, vraiment écrasante. Et cet événement finalement va pousser une population qui pourtant disons, est plus encadré par un syndicalisme de tendance réformiste et qui est également dans une atmosphère, vous le rappelez justement dans votre livre, marqué par un patronat, des politiques paternalistes où les patrons fournissent des logements, construisent des églises partout dans le bassin minier pour justement, un peu comme outil de contrôle social. Enfin, disons, un patronat très interventionniste qui, dont on pourrait supposer que du coup ça renforce le contrôle social. Enfin, finalement, la cocotte minute explose avec
face à ce cynisme, et on va retrouver finalement des pratiques qui d'une certaine manière, malgré donc tout ce fond syndicaliste réformiste et l'emprise du paternalisme patronal, s'apparente quand même beaucoup à l'action directe prônée par le syndicalisme révolutionnaire. Ce qui fait qu'on a l'impression que, d'une certaine manière, cette catastrophe de Courrières, d'une certaine manière, va faire que des idées, les idées du syndicalisme révolutionnaire, celles prônées notamment par Benoît Broutchou dans l'Action syndicale, va trouver beaucoup plus d'écho, va entrer en résonance avec des pratiques qui sont développées, notamment les émeutes, une certaine violence sociale. C'est pour ça qu'effectivement, on parle de guerre sociale à l'époque. Et du coup, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur justement cet aspect de guerre sociale qu'on retrouve dans les mines du Nord, et d'un autre côté, peut-être le lien avec le syndicalisme révolutionnaire. Quand j'ai parlé du réformisme, il ne faut pas se méprendre. Ces délégués syndicaux qui sont aussi députés socialistes ont été de grands combatifs. Ils sont plus âgés que Broutchou. Ils ont 40-50 ans. Ils ont mené beaucoup de luttes, des luttes dures, des luttes âpres, et il y a eu des défaites. Donc ils sont dans une autre logique et ils croient au parlementarisme. Parce que voilà, c'est ça qui est nouveau. C'est qu'il y a maintenant au Parlement des députés ouvriers. Aujourd'hui, aller trouver des ouvriers, même des fils d'ouvriers, même des petits-fils d'ouvriers, je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup au Parlement, voire des arrière-petits-fils. Là, ce sont des ouvriers eux-mêmes. C'est des gens qui ont travaillé à 11 ans, 10 ans, qui ont été mineurs jusqu'à l'âge de 25-30 ans et qui sont députés. Donc, eux croient à cette voie. Enfin, c'est-à-dire, je ne veux pas trop les dénigrer parce que ce ne sont pas des parvenus, ce ne sont pas des traîtres à leur classe. Ils pensent que voilà, maintenant les lois sont animées par la conviction que les choses vont changer parce qu'on va changer les lois. Et pas à l'inverse, que la bataille, c'est pas sur le lieu de production finalement, et par la grève. Et ils sont beaucoup pour des négociations en amont avant que les luttes éclatent. Bon, là, ils sont partie prenante de la grève au moment de la catastrophe de Courrières, parce que c'est quelque chose d'abominable ce qui s'est passé. Donc ils appellent aussi à la grève. Après, ils ne sont pas d'accord sur les méthodes. Il y a du sabotage, des dynamitages de ponts, ni avec la chasse aux renards et ses cruautés. Mais pour la population en général à cette époque, dans toute la France, mais je sais que c'est pareil dans d'autres pays, simplement je connais mieux le contexte français, est très éruptive. On a affaire à... Les foules sont éruptives. Il peut très vite 1000-2000 personnes peuvent se rassembler en un point parce qu'il se passe quelque chose, même parfois pour marquer leur désapprobation parce qu'il y a eu un vol. Ils peuvent être 1000 à poursuivre un voleur. Enfin, on est beaucoup plus dans la rue, beaucoup plus en groupe, et donc la colère est très importante. Et c'est pour ça qu'effectivement la tendance incarnée par Broutchou va avoir une audience qu'elle n'aurait peut-être pas eu autrement. Pour ce qui est de la singularité du patronat des mines, c'est un peu l'image du patronat en général en France. À cette époque, il n'y a pas que les patrons de mines qui construisent des logements. On peut voir dans ce livre qui est dédié aux grèves et révoltes de cette période, que un peu partout, il y a beaucoup d'industries qui sont en milieu rural en fait. Il y a les serruriers de Picardie, les boutonniers de l'Oise, les métallurgistes de Saint-Étienne. C'est à la périphérie des villes, et les patrons construisent des logements ouvriers avec jardin en plus. Donc c'est une pratique très très répandue. Mais les ouvriers ne se sont pas du tout redevables de ces... c'est le minimum. On considère que c'est absolument normal de bénéficier de ces logements et de ces parcelles de jardin. Ils ont des salaires d'ailleurs assez faibles. Donc ça ne crée pas du tout de suggestion par rapport au patronat. Maintenant, le rôle de l'Église, oui, l'Église essaye de l'utiliser comme contrôle social. Ça marche plus ou moins. Mais par exemple, pour embaucher un enfant à la mine, il fallait qu'il ait 12 ans et certificat d'études. Sinon, on pouvait les prendre un peu plus âgés sans le certificat d'études. Mais pour rentrer à 12 ans, il fallait avoir le certificat d'études et un certificat de baptême et de catéchisme. Oui, donc on voit que c'est là où, dans le tableau des luttes sociales que vous faites de cette époque, il y a évidemment une dimension de lutte antipatronale, anticapitaliste, mais il y a aussi une dimension anticléricale qui existe. Qui est assez forte. Oui, bien sûr, bien sûr.
D'ailleurs, à Limoges, puisque dans mon livre, il y a un chapitre consacré à la grève des porcelainiers de Limoges et des gens de la chaussure aussi, mais il y a des Christ brisés. Le patronat édifiait partout des croix, des calvaires, et ils ont brisé ces idoles. Et justement, cette grève, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est une grève qui est vraiment assez intéressante. Alors ça se déroule un an avant Courrières, et on est quand même déjà dans cette attente un peu millénariste du 1er mai 1906, puisque la CGT avait lancé un mot d'ordre de grève générale qui devait démarrer le 1er mai 1906, mais ça fait déjà plus d'un an qu'on en parle. Donc ça entretient une sorte d'effervescence, on va dire. Et aussi du côté des patrons, ça entretient une certaine crainte. Et à Limoges, qui est une ville alors très marquée par l'anticléricalisme, puisque la moitié des mariages sont civils, ce qui est quand même énorme, sans compter les unions libres, qui doivent représenter au moins 20% des unions. Un quart des enfants ne sont pas baptisés, et il y a aussi une très forte progression des enterrements civils. Or, c'est, comme vous le savez, c'est ce qu'on abandonne en dernier, l'enterrement religieux. Donc il y a une chute des baptêmes avant qu'il y ait une chute des enterrements religieux. Bon, là c'est déjà bien entamé. Et Limoges, c'est une ville qui est dirigée par un socialiste, une ville ouvrière combative, où il y a deux grands secteurs, la chaussure et la porcelaine. Et l'année 1905, il commence à y avoir des grèves dans la chaussure, assez importantes, avec des occupations d'usines, des grèves longues. Alors oui, il faut que je dise que pendant toute cette période, de 1905 à 1914, il y a entre 1000 et 1500 grèves par an. C'est vraiment beaucoup, et qui concernent des centaines de milliers de personnes, avec des durées moyennes importantes, puisque la durée moyenne des conflits, c'est 15 jours. Ça veut dire que certains conflits durent 3 mois. C'est long. Et donc, à Limoges, il y a cette atmosphère comme ça depuis le début du printemps 1905, même fin de l'hiver, très, très éruptive. Et puis, à un moment, il y a une grève qui éclate dans une usine de porcelaine autour de la demande de renvoi d'un contremaître. Ça, c'était souvent un des motifs des grèves. Bon, Courrières, c'est très particulier comme motivation, mais un des premiers motifs des grèves à cette époque, c'est des grèves contre les règlements, contre la discipline industrielle. Et ça s'exprime souvent par des demandes de renvoi de contremaîtres particulièrement autoritaires, arbitraires. Et dans le cas qui nous occupe, la Limoges à porcelaine, il se trouve qu'il y a harcèlement sexuel des femmes de l'atelier, mais il y a de plus en plus de femmes dans l'industrie à cette époque. Un ouvrier sur 3 est une femme, donc c'est pas rien du tout. Elles n'ont pas commencé à travailler pendant la guerre de 14, ça c'est une légende. Elles sont déjà très présentes au travail et même dans le travail industriel, et même elles commencent dans pas mal de secteurs, étant donné qu'il y a une mécanisation, simplification des tâches, à remplacer les hommes. Non pas que les femmes n'étaient pas capables de tâches complexes, mais c'est que les tâches complexes nécessitaient un apprentissage assez long, qu'on réservait plutôt aux garçons qu'aux filles. Mais là, comme on peut se passer de l'apprentissage dans plein de métiers, notamment la chaussure qui devient assez mécanisée, la porcelaine, eh bien, elle rentre massivement dans ces métiers. Elles sont moins présentes dans les mines, comme je l'ai dit, mais dans d'autres secteurs d'activité, elles sont beaucoup plus présentes. Et donc la grève part de là, part de cette histoire de harcèlement. Alors ça éclate dans une usine, une des plus grandes usines de la ville, des plus grandes usines de porcelaine, puisqu'il y a 1000 ouvriers, qui est dirigée par un Américain d'origine, le fils d'un négociant américain qui s'appelle Haviland, et son frère à l'autre deuxième grande usine de Limoges. Et d'ailleurs, l'usine du frère est touchée très vite aussi par une grève, aussi avec une demande de renvoi de contremaître. Et comme ces deux hommes sont très puissants, c'est les deux plus grands patrons de Limoges, ils sont à la tête du syndicat des patrons de la porcelaine et ils demandent le lock-out de tous les ouvriers de porcelaine de Limoges, même des usines non touchées par la grève. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que leurs concurrents récupèrent des parts de marché. Oui, donc justement, la pratique du lock-out consiste, c'est presque le pendant patronal de la grève, quoi. Ben oui. Du coup, les plus petits patrons ne s'opposent pas à eux et lock-out leurs ouvriers. Et là, ça met, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 30 000 familles à la rue. Et du coup,
ça va susciter une émeute immédiatement dans la ville, émeute avec pillage des armureries, etc. Et incendie des voitures de patrons, accrochage avec la troupe. Donc ensuite on arrête, enfin il y a des perquisitions menées dans la nuit pour retrouver les armes volées. Un certain nombre de personnes sont arrêtées. D'ailleurs, il y a 3 femmes dans le lot. Je veux dire, des femmes qui vivent seules et qui ont volé des armes. Et ces personnes sont incarcérées et la foule se rend en masse vers la prison pour essayer de les libérer. Et là, la troupe fonce sur la foule et il y a un mort, Camille Vardel, et puis 2 jeunes garçons, un mort de 19 ans, et 2 jeunes garçons très grièvement blessés, puis d'autres, beaucoup d'autres blessés, mais là, on a ces 3-là, sont très jeunes, 15, 16, 19 ans, et l'un d'eux meurt et deviendra une grande figure de Limoges. Après, évidemment, ces obsèques vont se transformer en grande manifestation. Alors, on retrouve toujours les mêmes éléments dans ces grèves, l'affrontement avec la troupe, les victimes, les enterrements qui se transforment en manifestations. Et ce qu'on voit dans la grève de Limoges et qu'on voit aussi dans toutes les grèves de cette période, c'est la soupe populaire qui se met en place dès les premiers jours du conflit. Donc justement, les ouvriers sont nombreux à avoir des petits jardins, des petites parcelles de terre, donc ils mettent déjà en commun tout ce qu'ils cultivent. Les commerçants font souvent des prix parce que c'est leur clientèle, ils sont souvent solidaires et puis de toute façon, quand la grève éclate, ils sont sûrs qu'ils vont plus rien vendre, donc ils font des prix et ça permet de fabriquer de repas pour un grand nombre de personnes. Et puis très vite, les souscriptions arrivent de toute la France via les journaux ouvriers. C'est ouvert par les journaux ouvriers en général. Et on peut suivre ses collègues dans le journal L'Humanité. Et puis aussi plus tard, quand la guerre sociale va exister, dans la guerre sociale, mais aussi dans les journaux anarchistes. Et on voit les listes de souscripteurs. Et c'est très intéressant. Ça, il y aurait tout un travail à faire là-dessus. Ça va d'un petit atelier de cordonnerie où il y a 3 salariés jusqu'à une usine de métallurgie où 2000 salariés vont verser leur obol. Donc il y a des circuits de solidarité qui se mettent en place et ça permet de tenir. Tout ça permet de tenir. Et puis quand c'est trop dur, quand la tension est maximale et que quand même la nourriture vient à manquer, on envoie les enfants dans des familles ouvrières proches mais non touchés par la grève, et proches ou parfois même un peu éloignés. Donc ça s'appelle les exodes d'enfants. Et ça se fait soit à pied quand il y a moins de 10 km, soit par train, et à ce moment-là les cheminots sont solidaires, et les enfants partent, et là encore c'est l'occasion de grandes manifestations avec chants, les enfants des rubans rouges, ils sont les vecteurs de la révolte en fait. Oui, et c'est assez intéressant parce qu'on voit que dans toutes ces grèves, il y a un certain nombre de pratiques qui déjà sont intéressantes quand même à connaître aujourd'hui, puisque il y a quand même tout un répertoire d'actions extrêmement intéressant. Et ça montre l'exemple effectivement de ces papetiers qui acceptent de récupérer les enfants de Raon l'Étape, des chaussonniers de Raon l'Étape, qui acceptent effectivement de prendre ces enfants. Ça montre qu'il y a une espèce de solidarité de classe qui va au-delà disons d'un corporatisme un peu étroit. Il y a également une dimension presque un petit peu où c'est pas borné par une forme de localisme, puisque finalement il y a des enfants qui peuvent être envoyés effectivement. Vous parlez à un moment d'une lutte sociale où les enfants sont envoyés même à Paris. Oui, c'est à Fougères, les enfants de Fougères, des travailleurs de la chaussure de Fougères, une grève très longue, très marquante, sont envoyés à Paris. Et beaucoup plus tard, quand ces enfants étaient devenus des vieillards, ils ont été interviewés et ils racontaient l'émerveillement d'arriver à Paris avec des milliers de Parisiens les attendant à la gare Montparnasse et hurlant l'Internationale ou la Marseillaise. La Marseillaise était une chanson qu'on aimait chanter encore. Et l'Internationale, ils sont accueillis par les Parisiens qui crient « Vive les enfants de Fougères, vive la grève !» On voit, il y a des pratiques de solidarité. Et puis cette pratique-là de la soupe communiste, oui. Et c'est une pratique qui est extrêmement intéressante parce que la grève n'est pas vécue sur le mode individuel de chacun va progressivement entamer ses réserves, mais tout le monde cherche à bâtir une réserve en commun
pour durer le plus longtemps possible. Et ce qui fait que effectivement, ça avait une efficacité bien plus forte que si tout le monde s'était replié sur soi-même. Et ça laisse percevoir ce que pourrait être le monde de demain. Parce que la première chose, vraiment, un des premiers actes posés quand la grève éclate, c'est trouver un terrain pour installer la soupe populaire. Alors souvent, elles éclatent, ces grèves, dans des communes qui sont dirigées par des socialistes, parce que effectivement, on a une population politisée qui, aux élections, a voté plutôt pour des maires socialistes. Donc ils ont une certaine compréhension et ils trouvent bien souvent un bout de terrain ou des locaux qui mettent à disposition des grévistes. Et là, on installe, si c'est un champ, on installe une petite baraque en planche avec les réchauds, les gamelles, etc., la réserve. Et dans le cas des dockers de Nantes, il y a même eu, ils se sont improvisés boulangers. Pendant toute la durée du conflit, ils ont fabriqué leur pain. Et là, c'est une grève d'hommes, et les hommes font à manger, épluchent les légumes, font la soupe, etc. Mais même quand c'est des mouvements mixtes, en fait, il y a un partage, là, d'après ce que montrent les cartes postales, et les cartes postales ne sont pas des cartes militantes, c'est des cartes qui sont faites par des entreprises de cartes postales qui les vendent, parce que c'est traité comme un événement parmi d'autres, et on voit que la préparation des nourritures se fait souvent en commun, hommes et femmes ensemble, donc on sort aussi un peu des rôles assignés par le genre. Oui, c'est intéressant, c'est un petit peu comme si dans ces moments, il y avait donc il y a une suspension du rôle de prolétaire, de force de travail. Il commence à y avoir également une suspension des rôles très genrés, très traditionnels. Et puis, il y a également un rapport qui est différent, par exemple à l'alimentation, où disons ce qui prime, c'est la solidarité, le fait que la satisfaction des besoins, avant quelque chose de beaucoup plus individualiste, où finalement on consomme en fonction de son pouvoir d'achat. Il y a d'une certaine manière un aperçu entre guillemets de ce que serait le communisme libertaire qui est, disons au moins dans le syndicalisme révolutionnaire, un petit peu l'idéal de société qui va derrière, notamment qui est prôné dans le Nord par exemple par Benoît Broutchot. Oui, puis c'est l'autonomie. On fait son pain, on fait à manger, avec une partie de notre propre production. Et puis il y a des grandes tablées, donc c'est effectivement ça. Il se dégage de là beaucoup de chaleur humaine. Il y a une grève que j'ai pas traitée, parce que Michel Perrault la traite dans Mélancolie ouvrière. C'était les ouvrières de la soie de la région de Grenoble. Et justement, il y avait beaucoup d'antagonisme entre les Italiennes et les Françaises. Les Italiennes, en fait, étaient des pauvres jeunes filles qui avaient été amenées par le biais de congrégations religieuses, de prêtres pour être ouvrières, qui étaient vraiment esclavagisées. Elles ne voyaient même pas leur salaire, elles vivaient dans des dortoirs puants, et leur salaire servait en partie à rembourser le voyage qu'elles avaient fait, pourtant souvent à pied, etc. Et les Françaises n'aimaient pas ces Italiennes. D'abord, elles ne communiquaient pas. Les unes parlaient italien et les autres français. Et tout était fait pour que de toute façon les Italiennes n'apprennent pas le français. Et ensuite, elles étaient évidemment ces pauvres jeunes filles très peu politisées, peu enclines à suivre les grèves. Mais là, la grève paralyse toute l'usine, on les empêche de travailler. Et elles sont quand même accueillies à la soupe populaire. Et là, il se trouve qu'il y a un syndicaliste d'origine italienne qui va servir d'interprète entre les deux groupes. Et les femmes françaises vont du coup fraterniser avec les jeunes filles italiennes, dont elles découvrent les horribles conditions de vie. Et c'est leurs collègues, mais bon, elles ne se rendaient pas compte de la misère dans laquelle elles étaient tenues. Et finalement, elles vont même ensuite, la section syndicale va les aider à récupérer leurs droits, parce qu'on leur avait promis un certain nombre de choses auxquelles elles n'ont jamais eu droit, et ça passe par les prud'hommes. C'est le début aussi de toutes ces institutions-là. Donc voilà, c'est des moments où aussi on va pouvoir se rapprocher, même entre ouvriers français, étrangers. Oui, et là il y a peut-être une spécificité des années 1900, parce que ça va de pair aussi avec, peut-être un plan plus organisationnel, mais avec le fait que la CGT a quand même des idéaux internationalistes plus forts que le mouvement ouvrier français auparavant. Et finalement, cette décennie 1900, qui est aussi une décennie où
comme c'est une décennie où, disons, il y a un développement économique relativement important, il y a moins cette espèce de concurrence, de crise qui pousse à la xénophobie. Et effectivement, on a un tableau un peu différent de ce qu'on a pu avoir, par exemple, dans les années 1880, où le dur de la crise avait mené, par exemple, au massacre d'Aigues-Mortes. Et puis aussi, le prolétariat français est plus politisé, plus sensible peut-être à une dimension de solidarité et d'internationalisme. Alors, il y a des épisodes qu'on pourrait qualifier, mais à tort, de xénophobes, parce que si des jaunes sont recrutés, parce que lors des grèves, par exemple les grèves des carriers de Draveil, le patronat les patrons essayent de recruter des travailleurs pour faire le travail que ne font plus les grévistes. Alors là, évidemment, ça peut se terminer très mal pour ces briseurs de grève. Il peut y avoir une dimension xénophobe, mais en fait, c'est simplement parce qu'ils servent de briseurs de grève. Et d'ailleurs, c'est les Bretons qu'on fait venir pour briser les grèves de carriers ou de terrassiers. Et il y a un cas où il y a une fraternisation, c'est-à-dire les ouvriers arrivent à convaincre les Bretons qui ne savaient pas très bien pourquoi on les faisait venir. Ils avaient été recrutés à la va-vite pour aller faire un travail à Paris, et après les syndicalistes leur disent mais là vous êtes en train de briser notre grève, et ils se cotisent pour rembourser le voyage des Bretons pour qu'ils puissent retourner en Bretagne. Mais quelquefois ça se passe pas comme ça, quelquefois il y a même des mises à mort, mais c'est un peu logique, je dirais. Ce serait un peu stupide d'y voir là des actes purement xénophobes. Oui, et justement, c'est là où on voit effectivement la dimension, encore une fois, de guerre sociale, hein, où finalement on est loin, disons, de l'idée, hein, de Maurice Thorez en 1936, d'une grève qui doit quand même respecter certaines limites, même d'ailleurs au niveau de la CGT, hein, le sabotage et la grève générale insurrectionnelle sont des mots d'ordre. On est loin d'un mouvement syndical beaucoup plus timoré et peut-être plus, où c'est la grève dans la dignité, la discipline. Là, il y a une dimension finalement de guerre sociale qui est beaucoup plus forte. Oui. Alors la grande différence avec le syndicalisme des années 30, c'est que la CGT, à ce moment-là de son existence, n'est pas du tout sous la coupe des partis et veille jalousement à son indépendance. Elle a d'ailleurs des rapports très tendus avec le Parti socialiste, alors que Jaurès est plutôt très bienveillant vers le mouvement syndical, par crainte qu'il y ait une mainmise du parti sur elle, parce que avant l'unification des forces syndicales et l'unification des forces socialistes, il y avait une tentative de la part de ces petites chapelles socialistes de mettre la main sur le mouvement syndical et de l'instrumentaliser, notamment le parti ouvrier du marxiste Jules Guesde. Et donc la CGT, après sa fusion avec la Bourse du Travail, veut absolument pas se retrouver sous la coupe des partis. Ce qui était moins danger puisqu'ils avaient tous fusionné, donc c'était plus en concurrence pour mettre la main. Mais elle perçoit toujours ça comme un danger. Elle veille jalousement sur son indépendance en disant que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, donc on passe pas par les partis. Et la grève générale, en fait, l'idée de parvenir à une autre société au moyen de la grève générale, c'est que le syndicat, qui là est un groupement de résistance, va devenir le groupe qui s'occupera naturellement de la production et de la circulation des marchandises. On n'a pas besoin de s'emparer de l'appareil d'État, en fait. C'est ça qui est très beau dans ce modèle. Et on maîtrisera les flux, puisqu'il y aura, évidemment, les cheminots deviendront maîtres des trains, les dockers des navires, etc. Et justement, puisqu'on parle de train, l'enjeu de la grève à Villeneuve-Saint-Georges et Draveil, il est très important parce que c'est dans ces carrières que une partie du matériel qui est nécessaire à la construction du métro de Paris. Voilà. Absolument. On extrait le sable des carrières de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges qui est convoyé jusqu'à Paris et qui sert à construire les souterrains. Et par contre, on fait partir les cailloux, les caillasses, tout ce qui est enlevé du sous-sol parisien vient combler les carrières. Et donc les entrepreneurs de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges qui ont ouvert les carrières, il y a plein de petits entrepreneurs dont certains finalement ont construit de belles fortunes. Eh bien,
ils se font payer 2 fois. Ils font payer le sable qu'ils livrent et ils se font payer pour ramener les cailloux, pour débarrasser le sous-sol parisien de ces cailloux. Et par contre, les travailleurs ne reçoivent pas un seul centime en plus. Sont sous-payés, travaillent dans des conditions très dures. Ces patrons ne veulent même pas. Il y a une seule loi sociale qui est finalement promulguée par ce gouvernement de radicaux socialistes, républicains et avec une fraction socialiste assez importante, en 1905. Je ne sais plus exactement les chiffres en tête, mais enfin, c'est une chambre très à gauche, la plus à gauche qu'il y ait jamais eu depuis l'avènement de Je crois que c'est 57%, quelque chose comme ça. Oui, eh bien, elle promulgue très peu de lois sociales. La seule, c'est la loi sur le repos hebdomadaire, et en 1906, et les carriers, les patrons carriers ne respectent même pas cette loi. Et donc, du coup, ça... Donc la grève, c'est le motif de la grève au départ, d'ailleurs. Avoir un jour de congé le dimanche. Et cette grève, elle va être extrêmement dure parce que, même si c'est un schéma qu'on va retrouver de manière récurrente, mais on va systématiquement... Clémenceau, donc, qui est à la tête du ministère de l'Intérieur, et même d'ailleurs depuis fin 1906, qui est également à la tête... Pour hier, c'est lui qui est déjà en charge de l'Intérieur, en 1906. Et il va même devenir président du Conseil fin 1906. Tout en gardant le portefeuille parce que c'était là... Enfin, on faisait comme ça à l'époque. Donc, quand on devenait président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, en fait, chef du gouvernement, et on gardait le portefeuille qu'on avait auparavant, et en général, c'est le portefeuille du ministère de l'Intérieur. Et du coup, comment va se dérouler un petit peu cet affrontement entre les grévistes et les forces de l'ordre ? En fait, les affrontements adviennent lorsqu'il y a des actes de sabotage, et surtout quand les grévistes... Alors c'est pour faire, entre guillemets, respecter la liberté de travail. C'est-à-dire, Clémenceau dit toujours, mais la grève est un droit absolu, on ne réprime pas les grèves en tant que telles, mais si vous attaquez la liberté du travail, alors là, on envoie la troupe. Et évidemment, les grévistes sont obligés d'attaquer la liberté du travail, c'est-à-dire d'établir des barrages pour empêcher des travailleurs d'accéder au lieu de travail, de saboter les installations et même de s'attaquer aux jaunes en les molestant durement. C'est vrai que c'est dur. Et c'est là que la troupe intervient. Alors c'est la gendarmerie, par exemple à Draveil, ça commence par la gendarmerie, puis ensuite on envoie la troupe. Et c'est impressionnant le nombre de soldats. Par exemple, là je sors de Draveil parce que j'ai les chiffres en tête, mais à Méru, pour les gens qui connaissent un peu les petits villages de l'Oise autour de Méru, on fabriquait des boutons de nacre. On a à peu près 10 000 ouvriers et ouvrières de la nacre qui se mettent en grève, et il y a 6 000 hommes dans des villages. Moi j'y suis allée, j'étais sur les lieux, c'est des tout petits villages, on les fait dormir dans les écoles. C'est une véritable occupation militaire. Il reste 1 mois, 2 mois. Les enfants du coup n'ont plus classe parce que les écoles servent de dortoir aux militaires. C'est une occupation militaire. Oui, c'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Où aussi, il y a... bien sûr, 30 000 là, je crois. Oui. Je vais donner les chiffres. 30 000 dans le Nord, oui, 33 000 dans le Midi l'année suivante, 2 000 contre les serruriers grévistes des villages de Picardie, sur le plateau du Vimeux, 6 000 dans l'Oise, et à Draveil, il y a aussi plusieurs régiments, et il y a des morts, effectivement. Il y a 3 morts, je crois. Alors, le nombre de morts, évidemment, c'est relativement raisonnable. Il y a une petite dizaine de morts en 14 ans, rapporté aux dizaines de milliers de morts de la Commune de Paris, 30 ans avant. C'est très peu. Et la troupe tire pas... évite de tirer, mais il y a quand même... ça va baisser quand Briand va remplacer Clémenceau, quand même. On dit que Briand a pris la suite de Clémenceau et était aussi dans la même ignominie, mais en fait, ça va baisser. Oui, c'est ce qui fait que finalement Clémenceau méritait bien son surnom de briseur de grève. Briseur de grève. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à imaginer aujourd'hui, mais la répression à l'époque, donc déjà, elle n'est pas que par la gendarmerie, mais également par l'armée. Il n'y a pas de matériel spécifique. Non, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des morts et des blessés, parce qu'on n'a pas de force spécifique, donc on envoie la troupe, et la troupe sait pas faire ça.
C'est ça. Donc ce qu'elle sait faire, c'est à la limite faire des sommations et puis tirer quand elle se sent en danger. Et c'est d'où effectivement un nombre de morts relativement restreint, mais par contre un nombre de blessés qui est quand même... Il y a beaucoup de blessés parce que souvent, en fait, c'est les dragons et ils chargent avec les sabres et il y a des mutilations. Alors c'est pas qu'on coupe complètement la main, mais les entailles sont telles que beaucoup d'ouvriers ont les tendons des poignets abîmés et on ne sait pas réparer à l'époque. Déjà aujourd'hui, c'est pas si facile de réparer un tendon et du coup, ils ont des mains qui sont atrophiées. C'est dramatique, quoi. Oui, c'est grave. C'est vrai que la répression avec les dragons est particulièrement impressionnante. On le voit d'ailleurs dans le documentaire Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, ces dragons qui tournent autour de la place de la République et qui... oui, pour la stratégie du manège, le c'est 1er mai 1906. Et on voit effectivement que, d'une certaine manière, dans cette période, finalement la violence, disons, émeutière, qui est une forme presque, on pourrait presque parler d'explosion sociale, parce que à un moment, c'est un événement qui, en soi, par rapport à toute l'exploitation, l'injustice, etc., les conditions de vie, qui peut paraître juste finalement une goutte d'eau de plus, mais qui fait déborder le vase, et qui derrière mène à une véritable explosion sociale, et la réaction à cette explosion sociale, c'est systématiquement une répression extrêmement féroce et dure. Dur, oui. Après, alors ce qui m'a toujours frappé, c'est que la répression judiciaire est assez modérée. Après, il y a des procès, les arrestations des procès, les gens s'en tirent pas mal quand même après des actes de grande violence, des destructions de biens, des maisons incendiées, parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien évoquer, parce que c'est aussi typique de cette période, c'est que énormément de manifestations comportent des épisodes de saccage de maisons patronales. À l'époque, les patrons font construire leurs maisons pas loin de l'usine, et souvent c'est sur des petits promontoires, des magnifiques villas qu'on appelle le château, qui dominent les maisons de l'habitat ouvrier. Et bon, ils se rassemblent autour de ces maisons, ils extraient tous les signes extérieurs de richesse, alors piano, tapisserie, etc. Ils traînent ça au milieu de la chaussée, ils allument de grands brasiers et parfois ils brûlent la maison elle-même. Et ça, c'est un scénario qui se répète à Fressenville chez les serruriers, à Limoges il y a ça, au Chambon-Feugerolles, enfin un peu partout, et à Méru, on voit ces incendies de demeures patronales. Il y a une forme de revanche sociale aussi un petit peu dans ces actes. Oui, de haine, il y a vraiment de la haine contre le patronat. Il est d'autant plus proche, plus il est proche, plus on le hait. Il y a beaucoup notamment dans l'industrie, du bouton de nague, de la serrurerie, des gens qui sont partis de peu, des artisans qui avaient des petits ateliers, qui sont devenus des petits entrepreneurs, et puis leurs enfants ont agrandi l'entreprise. Et ils cristallisent peut-être, c'est parvenu, une haine encore plus grande. Puis ils sont très proches, on voit comment ils vivent, et il y a beaucoup d'humiliation par rapport à eux, et on les a sous la main, ce qui est quand même assez extraordinaire par rapport à aujourd'hui. On les a sous la main, et donc... Alors il n'y a pas, par contre, j'ai pas relevé d'assassinat de patron, et pourtant ça aurait été facile à plusieurs reprises. On s'attaque plutôt au bien, et... Il y a des simulacres de pendaison. On fait des pantins qui représentent... Il y a encore aussi tout un côté jacquerie paysanne et ruralité, carnaval. Par exemple, la grève de Limoges, elle commence pendant le carnaval, et on fait des pantins qui représentent les contremaîtres. Et ensuite, on brûle ou on pend ces pantins. Il y a un épisode à Fressenville qui est assez effarant, quand ils brûlent la maison d'un des patrons serruriers. Alors, ils envahissent tous les étages. C'est un moment de joie, d'exubérance aussi. Mais là, ils sortent les portraits des deux petites jeunes filles qui doivent avoir 12 et 14 ans. Et ils crèvent la toile au niveau des yeux. Ils sont brandis à la fenêtre. Et la personne qui brandit ces toiles... sous les hurrahs de la foule, crèvent les yeux des jeunes filles. Ils auraient certainement pas fait de mal aux deux jeunes filles s'ils avaient tenu sous la main. Alors c'est très, pour le coup, là, le patron en question était extrêmement traumatisé par cet épisode, n'est jamais revenu habiter sur place.
Oui, et d'ailleurs, un autre aspect qui rappelle un peu la Révolution française et les jacqueries, c'est aussi le fait que c'est pas seulement les maisons de patrons qui sont pillées, incendiées et saccagées, mais aussi les bâtiments publics, dans certains cas. Alors là, c'est arrivé qu'une fois. C'est au Chambon-Feugerolles. Il se trouve que là, le plus grand patron de la ville, Claudinon, un patron métallurgiste, était en même temps député de la circonscription, un personnage très réactionnaire, etc. Et il y a eu des élections pendant la grève et il se présentait contre l'avocat des grévistes qui, lui, représentait le Parti socialiste. Et c'est Claudinon, le patron, qui a gagné. Et du coup, les habitants du Chambon-Feugerolles ont mis le feu à l'hôtel de ville le soir des élections. Et ça, j'ai relevé qu'un cas. Et est-ce que c'est également le cas où ils ont pris d'assaut la préfecture? Non, ben oui, c'était les mêmes qui avaient voulu pour la prison, pour libérer un des leurs qui était... ouais, ouais. Et puis il y a eu un petit épisode de terrorisme ouvrier, là aussi, avec des bombes et des menaces qui étaient soutenues par la population. Et puis il y a eu plusieurs bombes. Et après, il a failli y avoir une victime, un petit garçon qui a failli être victime de cette bombe contre une maison de jaunes et ces choses se sont calmées. Mais la population soutenait les actions parce que la tête était mise à prix des acteurs et tout le monde savait qui faisait ça et n'ont pas été dénoncés. Alors qu'il y avait une prime très importante à la clé. Ça rappelle une autre émission qu'on a faite avec Myrtille, des gymnéologues, puisque toutes ces pratiques, ces émeutes ouvrières et également des actes effectivement de sabotage ou d'attentat à la dynamite notamment, rappellent un petit peu aussi le climat social de l'Espagne fin 19e et premier tiers du 20e siècle. On voit que c'est vrai que quand on lit vos deux livres, on est saisi par le fait que, enfin, si on prend l'histoire par exemple des grèves de 1936 qu'on a évoqué dans une autre émission avec Charles Jacquier, on est frappé de voir qu'en 30 ans, les pratiques ont drastiquement changé quand même dans le prolétariat. On est sur, finalement, toutes ces pratiques de guerre sociale sont beaucoup moins fortes finalement. Presque comme si le mouvement ouvrier français avait été presque domestiqué par des partis ou des syndicats réformistes. En fait, c'est le Parti communiste, la grande différence qui a pris la CGT sous sa coupe, et le Parti communiste lui-même est inféodé au Parti communiste d'Union soviétique, au PCUS, donc ça change la donne. Après, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a une pacification des mœurs en général. Là, on est dans une société très violente, socialement très violente. Dans les pratiques domestiques aussi, il y a beaucoup de violence. Il y a encore des crimes d'honneur, c'est-à-dire qu'on peut tuer parce que son honneur est bafoué et on est acquitté. Mais même penser à Madame Caillot qui a quand même tué le directeur du Figaro parce qu'il l'avait offensé en publiant des lettres privé, il avait offensé son mari. Bon, il y avait une campagne de presse contre Joseph Caillot, qui était alors ministre, président du Conseil ensuite, très très virulente, et elle a tué le directeur du Figaro, elle a été acquittée. Elle a été acquittée quand même. J'ai l'exemple d'un anarchiste fromentin qui était aussi un homme d'affaires. Et à un moment, il doit passer devant le tribunal avec son associé, parce qu'ils ont un différend. Son associé le gifle devant la porte du tribunal, il le tue, et il est acquitté. Parce qu'il a été giflé en public, et que c'est pas possible. Donc on est dans un climat très violent, quand même. Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est peut-être un des deux aspects qui explique pourquoi est-ce que la répression judiciaire derrière les grèves était moins féroce, même si au fond on pourrait dire que peut-être que la répression judiciaire, si elle n'est pas si féroce que ça, c'est parce qu'elle obéit à une logique finalement qui est d'apaiser la guerre sociale. Bien sûr. Voilà. Aussi, parce qu'en plus les procès, évidemment, c'est 1 mois, 2 mois après les faits, on n'a pas envie de relancer la machine puisque la situation s'est apaisée. Donc bien sûr, ça compte. Mais une des grèves dont on n'a pas parlé, qui est une grève de ruraux, c'est la grève des petits viticulteurs de Champagne, qui sont des... En fait, en Champagne, il y avait des petits paysans
il y avait des toutes petites parcelles qui cultivaient de raisin, du vin blanc. Et pendant longtemps, ils vendaient le vin qu'ils fabriquaient eux-mêmes à des négociants qui ensuite assuraient tout ce processus de transformation du vin en champagne. Et les prix du champagne se sont envolés. Donc il y a eu pour ces petits paysans de la région d'Épernay, Reims, des terres de Champagne, une prospérité qu'ils n'avaient jamais connue. Et puis, progressivement, les négociants ont acheté non plus le vin fabriqué par les paysans, mais le raisin qu'ils transformaient eux-mêmes, qu'ils traitaient depuis le début. Donc au départ, les paysans étaient plutôt gagnants, trouvaient que c'était plutôt pas mal. On leur achetait même leur récolte sur pied. Et puis, bientôt, ils ont été bloqués au niveau des prix et pouvaient obtenir aucune augmentation parce que le raisin s'abîme très vite. Donc, ils n'avaient plus de marge de manœuvre comme c'était le cas lorsqu'ils vendaient le vin. Le vin, il pouvait rester dans les fûts une semaine ou deux jusqu'à ce qu'on atteigne le prix souhaité. Le raisin, fallait le livrer. Et il y a un appauvrissement considérable de ces petits paysans qui hypothèquent leurs terres, qui du coup vivent de briques et de broc, les femmes sont nourrices, les hommes font des travaux agricoles en dehors. Et la révolte éclate à cause d'une histoire d'appellation, mais pas que ça, de la fraude, puisque en fait les négociants utilisent pour fabriquer le champagne pas mal de vin de l'extérieur, ce qui leur permet de maintenir les prix très bas. Et donc c'est une révolte, alors là, extraordinaire. En une journée, toutes les maisons des négociants, Mercier, Meum, Moët-et-Chandon, tout ça, sont complètement brûlées. Il y a des millions de bouteilles de champagne fracassées. On parle d'une Saint-Barthélemy des vins. Les fûts éventrés, c'est considérable. Les images sont spectaculaires quand même. Dans mon livre, j'ai mis toutes ces maisons incendiées. Et au procès, ils vont être tous acquittés. Il y a 20 accusés. Et ils vont être tous acquittés parce qu'ils parlent de leur misère, du fait qu'ils n'osent même plus faire passer le certificat d'études à leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas leur mettre des habits corrects pour aller au chef-lieu de canton. Effectivement, on voit que les enfants ne passent plus de certificat d'études, ils vont à l'école, mais pour les parents, c'est une honte d'envoyer dans cet état-là des enfants passer un examen. Ils sont dans un grand état de misère et du coup, ils sont tous acquittés, alors que ça a été une révolte d'une violence extrême, inégalée, absolument inégalée. Et d'ailleurs, ça rappelle une autre lutte paysanne qui a lieu dans ces années-là, c'est la révolte des vignerons en 1907. En 1907, oui. Alors là, c'est une crise de la viticulture. Après la maladie, le phylloxéra qui avait détruit le vignoble. Bon, le vignoble repart grâce à des greffes, mais des greffes de vignes qu'on a fait venir des États-Unis. Seulement, il n'y a plus de débouchés pour tout ce vin, parce qu'il y a eu d'autres filières d'approvisionnement, notamment en Algérie. On a planté beaucoup en Algérie. Et du coup, il y a un appauvrissement considérable de la population, puisque c'est la ressource principale, c'est la monoculture du vin. Et il va y avoir un mouvement de population qui a aussi une tonalité occitane, mais en fait, c'est des gens comme Clémenceau insistent beaucoup là-dessus, parce qu'il n'y avait pas de visée séparatiste, c'est quand même un mouvement social. Et là, il va y avoir des manifestations de dimanche en dimanche, c'est reconduit. On commence avec quelques milliers, puis 20 000, puis 40 000, puis 100 000, puis 500 000, et on atteint 1 million de manifestants. Donc c'est une fois Perpignan, une fois Béziers, une fois Carcassonne, etc. Et là, on envoie la troupe, 33 000 hommes de troupe, et c'est un vrai carnage. Il y a beaucoup de morts, notamment à Narbonne, un après-midi où il y a 4 ou 5 morts, dont de très jeunes filles et jeunes gens. Et voilà, c'est une révolte très très importante qui met en action des foules rurales quand même. Oui, avec cette particularité peut-être par rapport au mouvement de lutte ouvrier, que c'est un mouvement davantage interclassiste où il y a des propriétaires, des ouvriers agricoles, etc. Puis il y a cette tonalité effectivement un peu régionaliste, même si globalement ce que vous montrez, c'est que ça reste malgré tout un mouvement social
même si évidemment il y a des tendances un petit peu, il y a des tendances en fait très différentes. Il y a des tendances effectivement plus conservatrices, des tendances plus socialistes, hein, incarnées par le maire de Narbonne. Féroul, oui, oui, puis il y a des anarchistes aussi, hein, bien sûr. Alors oui, il y a un côté sud contre nord, parce que ils sont persuadés. Alors là, c'est pareil, c'est polarisé sur la fraude, alors que le vrai problème, c'est la monoculture de la vigne, et c'est ce que leur dit Jaurès. Ce modèle n'est pas viable, il faut sortir de ce modèle et aller vers la polyculture. Eux pensent que tout irait mieux. D'abord, si on donnait à boire à tous les Français matin, midi et soir, y compris aux enfants des écoles. Et puis, s'il n'y avait pas de fraude, et la fraude, c'est les industriels du Nord qui veulent utiliser le sucre de betterave. Donc il y a cette rivalité. Mais là, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que pour la première fois dans l'histoire des mouvements sociaux de la Belle Époque, il va y avoir pour la première et l'unique fois une révolte de la troupe. C'est-à-dire la troupe, il faut voir que quand on parle de troupe, c'est les appelés. Hein. Le service militaire est assez récent et c'est les jeunes appelés qui doivent finalement se tourner contre leur père et mère, leurs camarades d'hier et de demain, comme dit le manuel du soldat de la CGT. Et puisqu'il y a une composante très antimilitariste dans la CGT qui est due notamment à l'usage de la troupe lors des grèves. Et là, il y a un régiment qui refuse de marcher parce que après le massacre de Narbonne, il y a un régiment qui se mutine, et finalement ils vont être amenés à se rendre par une ruse de Clémenceau qui promet par télégramme de ne pas punir individuellement en disant qu'il n'y aura aucune punition individuelle et en fait il va faire une punition collective, il va les envoyer au sud de la Tunisie. Oui, c'est ça, dans les régiments disciplinaires d'Afrique. Et peut-être pour finir cette émission, pourquoi est-ce que on peut dire que les luttes sociales de la Belle Époque finalement ont un goût de l'émeute? Peut-être qu'est-ce qui parce que là on a parlé de grands moments, mais qu'est-ce qui fait que peut-être que il y a de manière plus diffuse une espèce de guerre sociale, de pratiques de contestation relativement violentes, particulièrement pour revenir, hein, parce que là on a parlé beaucoup des mouvements en province, peut-être particulièrement sur Paris et sa banlieue. Oui, alors sur Paris, mon livre Le goût de l'émeute était plus consacré à Paris et banlieue au sens un peu large, puisque mes rues c'est déjà plus la banlieue, Draveil oui. Et c'était pas seulement autour de grèves, enfin il y avait l'exemple d'une grève des menuisiers du Faubourg Saint-Antoine. Alors bon, c'était une corporation, les ébénistes menuisiers qui bougeaient facilement, qui avaient toute une tradition de lutte, et les habitants du Faubourg Saint-Antoine avaient la mémoire de la Grande Révolution, puisqu'elle est partie d'eux hein, quand même. Et puis pendant la Commune, ils avaient été particulièrement actifs. C'est des quartiers qui votent massivement à gauche, voire extrême gauche, enfin extrême gauche de l'époque, hein, bien sûr. Et à un moment, il y a une grève dans une usine, parce qu'il y a déjà des petites usines de meubles, et il y a un ouvrier qui est venu d'ailleurs soutenir les grévistes à l'intérieur du siège. Il y a des quartiers généraux de grévistes. En fait, dès qu'une grève éclate, on met un quartier général. En général, c'est chez un patron de café, dans un café. Il ne faut pas voir les patrons de café de l'époque comme des gens coupés du peuple. Au contraire, très souvent, ce sont des hommes du peuple. Et donc, là, dans ce quartier général, il y a un ouvrier un peu déjà âgé, Henri Clair, et qui est un ouvrier anarchiste avec un passé quand même assez tumultueux, assez extraordinaire derrière lui, qui est tué. En plus, il a le crâne fracassé. Et du coup, on organise ses obsèques. Et là, les ébénistes font savoir au Parti socialiste qui ne veulent pas de lui en tant que parti dans la manifestation. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire pas de militants socialistes, mais ils ne veulent pas d'insigne du parti, etc. Ils veulent organiser eux-mêmes l'événement et ils vont même désobéir à la CGT, qui est pourtant quand même une CGT, on l'a vu, assez dynamique. Et ils vont sortir du cortège prévu et puis tout le long
attaquer les postes de police, le moindre uniforme en vue, et même des badauds qui flânent parce que pour eux c'est inacceptable de ne pas être en deuil ce jour-là. Donc les commerçants qui n'ont pas de crêpes noires aux devantures sont saccagés, etc. C'est une foule très éruptive. Et en sortant du cimetière, il déploie les banderoles syndicales et on exige d'eux, c'est le cimetière de Pantin, il est enterré à Pantin. Donc vous voyez, ça traverse des quartiers, avenue de Flandre, etc. Au moment où ils reviennent par la porte de la Villette sur Paris, la Villette où il y a des abattoirs à l'époque, la troupe exige d'eux qu'ils enroulent leur insigne séditieux, c'est-à-dire les banderoles du parti, qui pénètrent dans Paris sans ces banderoles déployées, les grandes banderoles syndicales rouges, en général rouges. Et ils le refusent, et du coup, il y a une émeute aux portes de Paris très très sanglante aussi. Enfin, il n'y a pas de morts, mais il y a beaucoup de blessés. Et puis, alors les Parisiens peuvent s'enflammer pour d'autres causes. Il y a Ferrer, le grand pédagogue libertaire qui était très estimé et reconnu en France où il avait vécu une partie du temps. À la suite d'une révolte à Barcelone qui éclate justement contre le départ de troupes vers le Maroc, la population de Barcelone s'insurge contre la colonisation du Maroc. Enfin, ils n'ont pas envie d'aller se faire trouer la peau pour le Maroc, tout simplement. C'est tout. C'est pas même de l'anticolonialisme. Ça l'est, mais ça part déjà de l'intérêt personnel. Donc il y a eu une émeute incroyable avec tous les couvents, églises incendiées, parce que le clergé, évidemment, marche main à main avec l'armée. Et du coup, on arrête pas mal de militants, dont ce fameux Francisco Ferrer, qui est accusé d'être le chef de l'émeute. Et Francisco Ferrer est connu dans le monde entier. Il a écrit beaucoup de textes, c'est une personnalité. Il a déjà été franc-maçon socialiste, puis il est devenu libertaire, anarchiste, sans cesser d'ailleurs d'être franc-maçon, ce qui était courant à l'époque. Et les villes du monde entier vont s'enflammer pour lui, partout. En Amérique latine, Rome, Berlin, Londres. Mais Paris, ça va être particulièrement spectaculaire. Et l'annonce de son exécution, parce qu'il va être exécuté dans la foulée du procès, il y a déjà eu des manifestations pour protester contre sa probable condamnation à mort, mais le gouvernement espagnol, du coup, l'exécute très vite pour ne pas laisser monter un mouvement. À 14h, l'annonce de sa mort tombe, et à 18h, on a une foule immense qui se presse autour de l'ambassade d'Espagne, avenue Courcelles, etc. Enfin, des dizaines de milliers de personnes, 20 000, entre 20 000 et 30 000. Les terrassiers, par exemple, sont venus avec leurs instruments de travail, ils dépavent la chaussée, ils mettent à nu les conduites de gaz, ils les enflamment, ils les percent, ils les enflamment. On brûle des autobus, on affronte la troupe toute la nuit. Et là, il y a des morts. Ouais, on voit bien effectivement que... Donc là, c'est pour la défense d'un pédagogue libertaire condamné à mort. Mais qui fait partie du mouvement ouvrier. Voilà. Le mouvement ouvrier, il ne faut pas du tout le voir comme chose de restrictif. Ça fait partie du mouvement ouvrier, la défense de Francisco Ferrer, qui a promu les écoles, les athénées libertaires, c'est-à-dire des écoles non religieuses, les fondateurs des premières écoles laïques d'Espagne. Oui, où finalement le mouvement de soutien international est quand même très différent de celui... là, on renvoie une émission qu'on a fait avec Ronald Creag justement sur Sacco et Vanzetti, où là, le mouvement de solidarité internationale était beaucoup plus instrumentalisé par le Parti communiste. Oui. Voilà, pour des raisons où effectivement les manifestations avaient un autre caractère, etc. Ben là, en fait, dans la manifestation Ferrer, on retrouve toutes les composantes de la gauche. Il y a Jaurès, il y a toutes les sensibilités de la SFIO, et puis aussi tous les anarchistes, mais même certains républicains qui ne sont pas socialistes participent à la mobilisation. Enfin, en tout cas, on voit bien que ce soit à Paris ou dans les milieux ruraux paysans et dans les milieux ouvriers, effectivement plutôt situés à la campagne, qu'il y a effectivement une conflictualité sociale particulièrement forte et intéressante à cette période qui tranche avec peut-être les périodes précédentes où les épisodes sont peut-être plus sporadiques et bon, il y a effectivement des grands événements, 1848, la Commune, mais où peut-être il y a moins
une espèce d'effervescence polycentrique à plein d'endroits en France. Et d'un autre côté, ça contraste aussi avec effectivement la domestication du mouvement ouvrier à partir des années 1920, à la fois par les bolcheviks et par la CGT réformiste, qu'il ne faut pas oublier. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a effectivement une effervescence sociale, et c'est, peut-être pour le mot de la fin, c'est ça qui nous a intéressé du coup dans ces deux ouvrages et dans cette période, c'est peut-être une conflictualité sociale dont, même si la société a complètement changé, mais qui est peut-être plus inspirante aujourd'hui, par exemple, que la période des années 1920-1930 où il y a une chape de plomb, et qui est en même temps peut-être moins éloignée que 1848 ou la Révolution française, où là, effectivement, ça n'a plus Mais rien à voir. surtout, c'est pas les mêmes types d'événements. Là, on n'a par exemple pas du tout la représentation dans ces années-là de s'emparer du pouvoir d'État. C'est pas du tout le modèle insurrectionnaliste, révolutionnaire. C'est la grève générale. Parvenir à changer la société sans s'occuper de l'État. Oui, et évidemment, ça contraste avec, disons, le mouvement ouvrier dominant. C'est pas l'insurrection qui vient, c'est un autre modèle. C'est ça. C'est-à-dire, on construit en même temps, on construit déjà le nouveau monde dans la grève. Oui, et finalement, ça va de... Et on n'aura pas besoin de l'État, puisque le syndicat va tout organiser, finalement. C'est le modèle un peu de l'autogestion. Ils géreront eux-mêmes les... On gardera peut-être... Alors là, il n'y a pas de réflexion sur qu'est-ce qu'on va garder comme industrie et pas à garder. Si pour les armes, mais pas, par exemple, pour les boutons de nacre, qui deviendraient éventuellement inutiles. Mais on va produire nous-mêmes, pour nous-mêmes. Oui, et ça va être pair aussi avec effectivement, le modèle de la révolution, qui est plutôt celui du syndicalisme révolutionnaire et du communisme libertaire, comme idéal de société, effectivement, paraît plus intéressant aujourd'hui que le modèle qui a dominé le mouvement ouvrier organisé en France des années 1920 aux années 60, même si après il y a les années 68 qui quand même rebattent pas mal les cartes. Et effectivement, c'est même un idéal peut-être peut-être plus intéressant que celui qu'on voit en France depuis les années 80, qui est un modèle quand même plus réformiste et qui est moins tourné vers justement la sortie du capitalisme. Voilà, enfin en tout cas, on trouvait qu'il y avait vraiment matière à réfléchir dans ces deux ouvrages et dans les luttes sociales qu'elles décrivent. Voilà, en tout cas, merci Anne Steiner. De rien. Au revoir. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.